Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Avec vous sur Sud Radio et un document exceptionnel. Vraiment, le mot n'est pas trop fort. Parfois, on emploie des mots comme ça parce qu'on ne trouve pas d'autres qualificatifs. Mais un document exceptionnel dans Zone Interdite dimanche soir. On est avec le réalisateur de ce documentaire, Ibar Aybar. Bonjour. Vous êtes grand reporter, réalisateur. Vous avez suivi pendant 3 ans. L'équipe de Nova Production a suivi pendant 3 ans 3 personnes qui étaient chacune atteintes d'un handicap a priori impossible à guérir ou en tout cas à soigner. Priscilla qui a perdu ses 2 pieds et ses 2 mains suite à une erreur médicale. Thibaut, tétraplégique, donc par définition qui ne pouvait pas marcher. Et Déborah, dont vous avez entendu parler depuis quelques jours, qui est née sans utérus mais avec des ovaires. Et c'est cette greffe d'utérus qui a donné la possibilité à Déborah d'avoir un bébé. Donc je vous propose qu'on écoute la bande-annonce qui donne une petite idée de ce qu'on va y retrouver. Émission spéciale dimanche dans Zone Interdite. Pour la première fois, nous allons suivre des Français dont la vie a été transformée par des exploits de la médecine. C'est mon seul espoir pour retrouver la personne que j'étais. Se faire greffer 2 mains, remarcher alors qu'on est tétraplégique, retrouver l'espoir de grossesse quand on est né sans utérus. C'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait après m'avoir donné la vie. Vous allez vivre 3 aventures exceptionnelles et bouleversantes. Quand les médecins redonnent l'espoir, dans les coulisses d'Opération Miracle, c'est dimanche à 21h05 dans Zone Interdite sur M6. Alors Ibar Aybar, vous êtes le réalisateur de ce documentaire, 3 ans de tournage. Quand vous vous lancez, alors on est en ligne également avec le professeur Jean-Marc Ayoubi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On va vous interroger dans un petit instant, mais je voulais voir avec Ibar Aybar la genèse de ce documentaire. 3 ans, vous vous lancez sans savoir quelle sera l'issue du documentaire. Oui, alors gentiment, donc ces 3 professeurs de médecine nous ont ouvert les portes de leur service, ils nous ont permis donc de filmer. La seule inconnue qu'on avait, c'est que c'était le temps de la médecine, donc c'était un temps long. Et on a parié que ça pouvait le faire, mais on ne savait pas si ça allait nous prendre 1 an, 2 ans. Bah là, ça a pris 3 ans. Plus Priscilla, la jeune femme qui a été greffée, elle a attendu presque 8 ans de trouver une donneuse pour pouvoir être greffée. Donc, vous voyez le temps long. Donc, vous vous lancez dans ce documentaire en ayant quand même des certitudes, enfin des certitudes, il n'y en a jamais en médecine, mais en vous disant quand même que ces 3 opérations ont des chances d'aboutir. Alors, c'est quand même un peu des génies de la médecine, hein, les gens, les 3 professeurs qu'on a suivis. Donc, professeur Lantieri. Oui, quand ils se lancent dans une opération, en fait, ils font pas chou blanc, ils réussissent. Donc, on avait cette certitude-là, mais on n'avait pas de certitude sur la durée. C'était ça qui était compliqué. Mais que ça marchait, moi, ça, j'y croyais depuis le début que ça allait marcher. Oui, professeur Ayoubi, vous aussi, vous étiez sûr que ça allait fonctionner ? Écoutez, on n'est jamais sûr de rien, on est sûr de faire. On n'a pas la même vision de choses, parce que là, nous, on a monté ce protocole de recherche sur lequel on a travaillé pendant 15 ans. On était dans l'espoir d'y arriver, on était aidé par des réussites internationales avec des équipes avec lesquelles on avait travaillé. Mais nous, de toute façon, la recherche aura des avancées sur des thématiques qui sont autour de la greffe. Même si la greffe n'aboutit pas, il y avait des choses qui étaient autour, qui étaient très bénéfiques dans le domaine de la reproduction. Donc, on fait de la recherche, on essaye, on a l'espoir d'arriver pour donner de l'espoir, et pas simplement de l'espoir, des résultats à des dizaines de patientes qui attendent, qui sont dans l'infertilité, dans la souffrance de l'infertilité, et qui ont été dans l'espoir de concevoir. Donc, même si on n'est jamais sûr, on avait un grand espoir d'y arriver. Et puis, de toute façon, c'est une aventure qui était motivante pour l'ensemble de l'équipe, une vingtaine de chercheurs autour, et qui ont travaillé sur beaucoup de thématiques et qui ont réalisé des avancées dans beaucoup de domaines. Donc, il n'y a pas que cette prouesse chirurgicale dont on parle aujourd'hui, parce qu'on voit que cette partie visible de l'iceberg, c'est la naissance, c'est émotionnel, c'est magique, toute naissance est magique.
Celle-là, elle l'est encore plus. Alors, au départ, moi, je ne voulais pas. J'ai eu beaucoup de sollicitations quand on a commencé à parler de la greffe, pour filmer, pour suivre. Et je ne répondais pas parce que je trouvais que je ne voyais pas où était la place d'un documentaire, un suivi médiatique de cette affaire-là. Donc, je disais non. Et pourquoi avoir dit oui cette fois-ci alors? Alors j'ai dit oui. L'équipe m'avait écrit à plusieurs reprises. Soit je répondais pas, soit je disais non parce que je voyais pas la possibilité de les laisser filmer. Et puis après ils sont passés par une personne d'hôpital qui était dans le service de communication. Me dit mais écoutez, pourquoi vous leur dites non, recevez-le et voyez ce qu'ils veulent faire. Et quand je les ai reçus, je dis ouais, pourquoi pas, on n'a rien à cacher, mais à condition que ce soit vraiment dans le respect de l'intimité du couple, de respect de l'intimité de la donneuse, de la receveuse, et pas de harcèlement. Quand on vous dit stop, c'est stop. C'est-à-dire que quand la patiente vous dit stop, c'est stop. Ils étaient très, compréhensifs. Ils disent bon, écoutez, on fera jamais rien si vous n'êtes pas d'accord. Après, en fait, ils étaient tellement discrets, tellement sympathiques, que les choses se sont passées naturellement. Ils ont eu un lien avec le couple, et puis je tenais à ne pas être présent quand ils enregistraient, parce que je voulais pas que la patiente ou la mère soit influencée par ma présence. Donc je les laissais faire, et puis ils ont fait. J'ai pas encore vu le documentaire. Oui, c'est ça, c'était ma question. Mais a posteriori, je dis, c'était pas plus mal d'avoir une trace de ce qu'on a fait, parce qu'en fait, quand on va dans cette aventure, on compte pas le temps. C'est 15 ans, c'est long. Hein. Et là, on dit, mais oh là là, c'est toutes ces étapes. Et c'est bien d'avoir une rétrospective de tout ce qu'on a fait. Bon, on a une rétrospective de la dernière phase, c'est-à-dire les 3 dernières années, mais c'est intéressant aussi. Oui, il faut savoir qu'en amont, il y a eu ce que vous disiez, énormément d'années de recherche. Gilles, vous avez une question? Je vous conseille de le regarder parce que le documentaire est très bien, professeur Ayoubi. Et alors surtout, on rend hommage parce que c'est 15-20 personnes qu'on voit dans le bloc opératoire. Les infirmières sont juste incroyables. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a surpris dans le documentaire, parce qu'on a eu la chance de le voir avant, et que nos auditeurs vont voir dimanche. Un moment, puisque c'est une opération au long cours qui fait plus de 8 heures, 9 heures, eh bien, on vient dans la salle de repos pour manger. Et dans la salle de repos, il y a un énorme écran où l'opération continue à se faire, et vous mangez devant l'opération et choses. Et moi, ça m'a surprise de la vie continue pendant que l'opération se déroule. Vous avez été manger un sandwich. Écoutez, il faut prendre de force. Il faut être. C'était pas simplement pour manger, mais pour se poser, pour se reposer, pour reprendre de force, et puis remplacer l'équipe, parce que c'était en fait, il y avait 3 équipes qui travaillaient en même temps. Vous avez parlé des personnes qui étaient au bloc opératoire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le projet qui n'étaient pas dans le bloc opératoire. Les biologistes du laboratoire de fécondation in vitro n'étaient pas dans le bloc opératoire. Les chercheurs qui nous ont aidés à travailler sur l'animal pour préparer ce projet n'étaient pas dans le bloc opératoire. Les spécialistes de rejet de greffe, néphrologues, immunologistes n'étaient pas dans le bloc opératoire. C'est ça, c'est ce que vous dites, c'est la partie visible de toute cette enquête. Comment c'est justement pour vous, le réalisateur, d'avoir suivi, donc encore une fois, il y a trois personnes que vous suivez. Comment c'est particulier? Ça a été particulier ce tournage? Oui, c'était particulier. Bon, comme je vous disais, ça a bien commencé parce qu'on nous a laissé faire, donc ça c'était quand même indispensable. Évidemment, on n'a pas pu tout mettre, mais c'est vrai qu'on a vu les équipes nous travailler, se préparer, s'entraîner, répéter, comme faire des répétitions, comme on répète une première de théâtre, pour calibrer chaque petit mouvement, chaque petit geste, chaque petit placement du matériel. Enfin, c'est vraiment. Oui, on voit une opération aux États-Unis, ils ont une checklist, et chacun est obligé de
de respecter la checklist qu'ils ont prévue à l'avance. Oui, alors c'est vrai, le professeur, par exemple, là, le professeur Yubi, il me disait oui, c'est notre travail. Et moi, je disais, mais vous êtes en train de faire décoller Ariane, on dirait un truc de dingue. Vous êtes, je sais pas combien, il y a des spécialistes de toutes les catégories ici qui interviennent, qui sont tous hyper pointus dans leur domaine. Et eux, ils trouvaient ça normal. C'est leur quotidien, en fait. Ouais, ça a été difficile de convaincre les 3 personnes que vous avez suivies de se laisser filmer. C'est toujours la difficulté pour un réalisateur. Voilà. Alors la chose, c'est qu'en fait, on les a pas choisis. C'était les patients qui étaient en train d'être suivis par les professeurs qu'on a suivis, donc. Et donc, on les a pas suivis. On n'a pas fait de casting. Oui. Et la seule chose qu'on a dit, on a dit oui. Par contre, nous, on va rien demander. On va rien faire jouer. Tout ce que vous avez vu dans le doc, c'est du live. C'est du spontané. Ouais. Et par exemple, le professeur, il fait la première échographie. Il se déplace parce que c'est important. Il fait de la première échographie. Il n'y a pas assez de lumière dans la pièce. La qualité d'image n'est pas assez bonne. On ne l'utilise pas, mais on n'a pas demandé d'allumer la lumière. On a respecté tout le processus de leur travail en étant le plus discret possible. Bon, moi, je travaille seul, donc je ne prends pas beaucoup de place. Pas pendant la greffe, il y avait 3 équipes, évidemment, sûr, ça c'était important, mais souvent, avec les gens, je travaille seul, donc je ne prends pas beaucoup de place. Et voilà, je vous dis, on était dans le naturel. C'est vraiment du reportage. C'est vraiment du reportage. Comment va Micha, professeur ? Elle va très bien. Oui. Elle va très bien. Demandez à Ivar, il suit ça aussi. Peut-être le pain. Pourquoi on n'avait pas réussi à greffer d'utérus jusqu'à maintenant? Parce qu'on greffe énormément d'organes, mais l'utérus, jamais. Pourquoi? Parce que ça n'intéressait personne ou parce que c'est difficile? On a réussi à greffer l'utérus. C'est pas la première greffe d'utérus. Il y a eu plusieurs greffes d'utérus depuis 2014. La première fois en France. 2000, il y a eu une tentative. Alors pourquoi on n'a pas greffé de façon, je dirais, assez régulière et assez routinière? Tout simplement parce que l'utérus est un organe difficile en matière de vascularisation, en matière de vaisseaux. C'est des vaisseaux qui sont de petit calibre, difficiles à suturer. Et pratiquement tout l'utérus est vascularisé par une artère qui est l'artère utérine et une veine qui est la veine utérine pour le retour veineux. Mais l'emplacement anatomique de l'utérus, c'est un emplacement difficile, c'est dans le pelvis, c'est profond. Donc faire de la chirurgie dans cette zone-là n'est pas aisé et on ne peut pas placer l'utérus ailleurs. Parce qu'il faut le placer à côté de la partie génitale, c'est sa place. Ce que je disais, c'est qu'on n'était pas en train de contrer la nature, on a compris comment ça s'est passé, il manquait l'utérus. Tout ce qui est génitale par ailleurs était normale, la fonction ovarienne était normale, la fonction hypothésiale était normale. Elle avait des ovaires, elle était née sans utérus mais avec des ovaires. Ses ovaires, donc nous, il y avait quelque chose qui manquait, on avait fait ce choix de faire la greffe d'utérus. Et puis la deuxième raison pourquoi la greffe ne s'est pas faite, la greffe utérine l'utérus n'est pas un organe noble, enfin peut-être un organe noble, mais ce n'est pas un organe vital. D'accord. On peut vivre sans utérus, mais on ne peut pas vivre sans cœur, ni sans rein, et encore avec la dialyse, ou sans poumon. L'utérus n'est pas un organe vital, il transmet la vie. Donc c'est une question, je dirais, qu'on s'était posée sur le plan éthique et sur le plan psychologique. Pour toutes ces raisons, la greffe d'utérus a pris du retard avec surtout la complexité opératoire. Et beaucoup de recherches aujourd'hui sont focalisées sur l'amélioration et la simplification de la technique opératoire et de la technique chirurgicale. Car ça reste malgré tout une technique assez complexe. Il ne faut pas que cette technique chirurgicale reste l'apanage de certaines équipes entraînées dans le monde. Il faut qu'elle soit assez, je dirais, reproductible. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez une autre opération prévue ou pas? Elle n'est pas prévue pour l'instant. On a été retardé par la crise Covid dans la programmation des explorations. Vous savez, c'est une procédure qui est assez longue. Il y a des critères de sélection pour diminuer le risque de toute intervention. Donc, c'est vraiment très rigoureux dans la sélection des patients. On passe plusieurs examens, plusieurs consultations devant des comités indépendants.
Ouais. Donc toute cette procédure a été retardée par le Covid. Il y a actuellement 3 ou 4 couples qui sont en attente dans ce parcours. Et certainement, il y aura une autre greffe, mais elle n'est pas programmée dans les mois à venir. Très bien, merci professeur d'avoir été avec nous, professeur Jean-Marc Ayoubi, donc de l'hôpital Foch à Suresnes. Ibar, vous avez suivi, parce qu'on parle beaucoup de cette greffe, parce qu'il y a eu, et le professeur le rappelait, la naissance de cet enfant. Il y a l'histoire exceptionnelle aussi de cette femme qui a été amputée des 2 mains et des 2 pieds. Et son histoire, le hasard, la vie fait que la greffe a pu avoir lieu. Le greffon, enfin, je vous laisser raconter, mais nos auditeurs le découvriront dans le documentaire. Mais là aussi, c'est une histoire exceptionnelle. Ah, c'est une histoire exceptionnelle et en fait, elle est aussi. On a suivi aussi une femme exceptionnelle, et son mari également, des gens très forts, très résilients, qui se sont battus contre tout parce que en fait, elle est victime d'une erreur médicale grave et donc pour essayer de lui sauver la vie, elle se fait amputer des mains et des jambes. Et donc, elle se retrouve mère de 3 enfants avec un handicap. Avec un handicap. Elle pouvait même pas, quand son bébé de 4 mois pleurait, elle pouvait même pas se lever pour aller lui mettre une tétine ou s'occuper de lui. Donc elle a passé 8 années comme ça à se battre et finalement, grâce au professeur Lantieri qui l'a accompagné pendant ces 8 ans, elle est partie de se faire greffer à Philadelphie. Oui, alors qu'elle arrivait à New York en vacances, en voyage, et qu'elle attendait cette greffe depuis des années. Alors justement, pour la petite histoire du doc, moi je la contacte, on se voit une première fois, puis une deuxième fois, elle me dit je suis pas trop télé, moi j'ai pas envie de parler de moi. J'ai dit écoutez, quand même, c'est une histoire incroyable. Voilà. Donc elle finit par me donner son accord et donc je passe dans le sud de la France où elle habite et on fait la première séquence. Et elle me dit vous savez, j'étais pas bien. On va la refaire quand je reviendrai de vacances, je serai plus reposé, on sera mieux, je pourrai m'exprimer mieux que ça. Et donc elle me dit refaisons-la plus tard. Et je dis non, on la fait maintenant parce qu'on ne sait jamais. Et elle me dit non, ça fait 8 ans que j'attends une greffe, c'est pas en 15 jours de vacances, quoi. Et en fait, elle atterrit à New York avec ses enfants, et quand elle rallume son téléphone, on l'appelle, et ils ont trouvé la donneuse parfaite. Incroyable, ouais. Et puis le 3e jeune homme, Thibaut, 28 ans, tétraplégique, qui réussit. Donc tétraplégique, ça veut dire qu'on est paralysé, et qui, grâce à une innovation française, un exosquelette, c'est assez, il réussit à se déplacer par la force de la pensée. Alors ça, c'est une première mondiale, un Clinatech, donc, qui est un groupe et le crée en fait des chips qu'on lui met dans le cerveau, qu'on lui implante, et c'est très bien expliqué dans le documentaire. Et grâce à la pensée, en fait, il arrive d'abord à bouger un avatar sur un jeu vidéo. Il arrive à faire circuler son fauteuil roulant, et à la fin, il monte sur un exosquelette et il marche et il avance, il déplace les bras, il prend des objets. C'est assez juste avec la force de la pensée. Là, on est dans le futur. Là, vraiment, on est dans le futur. Quand on voit le siège dans le couloir de l'hôpital, Valérie, l'image de ce siège qu'il arrive à faire bouger tout seul, c'est un peu un Avenger. C'est un truc de fou. Mental, vous avez réalisé énormément de reportages. On disait, vous êtes grand reporter. Ça fait partie des reportages, des documents dont vous êtes le plus fier? Oui, mais parce que là, on est, comme en grand reportage, on est dans des histoires humaines très fortes. Et donc, là, ce qui était vraiment agréable quand on est journaliste, c'est de pouvoir être sur une histoire pendant 3 ans. C'est quand même magnifique de pouvoir suivre les gens pendant 3 ans. Écoutez, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci au professeur Ayoubi. Ne manquez pas donc ce document de zone interdite. Donc, c'est une programmation exceptionnelle. M6 a adapté évidemment en raison de la naissance de la petite Micha. Quand les médecins redonnent l'espoir dans les coulisses d'Opération Miracle. Vous avez même remonté l'émission, le documentaire hier suite à la naissance. C'est vraiment très très fort et vraiment quand on crache sur la science, on voit qu'il y a des choses magnifiques qui se font. Merci à vous Ibar d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci à vous, c'est un film qui donne de l'espoir. Absolument. C'est très sympa à voir. Oui, non, c'est vraiment quand on rentre dans le documentaire, on est happé par ces histoires, par ces gens, parce qu'on n'a pas dit, on n'a pas mentionné, on aurait eu plein de questions encore à poser, que c'est la maman de Déborah qui donne son utérus à sa fille. Donc voilà. Mais c'est à découvrir, on ne va pas trop en dire, mais à découvrir dimanche soir sur M6, document exceptionnel dans Zone Interdite. Dans un instant, les livres avec Gérard.